Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Un rapport publié, un rapport fait couler beaucoup d'encre, des salives et ça défraie la chronique. Ce rapport intitulé Jean Minier Kibali, ôter les impuretés pour que l'or soit pur. Et ce rapport a été publié par les ONG, PAX, et aussi soutenu par la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, et CRN et SEMCO. Et ici, nous recevons le secrétaire exécutif de cette commission épiscopale pour les ressources naturelles, M. Henri Mouilla. Bonsoir. Bonsoir. Un rapport qui fait trop de bruit. On parle des questions des violations des droits de l'homme, on parle des questions de déficit de communication, et aussi on parle des questions relatives à l'octroi de creuseurs ou des orpailleurs de certaines concessions pour leurs activités. N'est-ce pas? C'est cela. Et en quoi ça fait jaser? En quoi ça fâche? Je pense qu'il y a un problème de lecture du rapport. Parce qu'il faut que dès le départ, on comprenne la démarche qui a poussé à la publication de ce rapport, qui avant d'être publié a été discuté entre l'entreprise et les organisations qui ont mené l'enquête. L'objectif de ce rapport, c'est le dialogue autour des situations qui font que différents acteurs sont obligés de cohabiter, et quand les acteurs cohabitent, il arrive qu'il y a des frottements qui peuvent relever de la responsabilité de l'un ou de l'autre. En fait, l'objectif, dialoguer pour que l'exploitation des ressources naturelles profite aux différentes parties prenantes dans la paix et dans le respect de la dignité humaine. Là, le dialogue a débordé, c'est dans tous les sites, on parle des graves violations des droits de l'homme, dans des concessions d'une entreprise minière. Est-ce que c'est cela l'objectif qui devait être atteint? Non. Je pense que le dialogue, comme nous l'avons fait, par 2 fois déjà, et même plus, avant la publication du rapport, avec l'entreprise même, on a échangé les textes, ils ont réagi par écrit, c'était dans un climat serein. Oui. Quand nous avons publié ce rapport, c'était à Dourba. Dourba, c'est le lieu où l'entreprise exploite. Il y avait les différentes parties prenantes, il y avait l'administrateur de territoire, d'ailleurs il y en avait 2, celui de Wacha, celui de Faradje, il y avait l'évêque du lieu, il y avait les délégués de l'entreprise Kibali. Et la veille de la présentation du rapport, nous avons eu un échange avec toutes ces différentes parties prenantes, et même avec la société civile. Donc ça fait que, lorsqu'on a échangé sur ça, je n'ai pas vu que les concernés sont allés au-delà, parce qu'on a terminé dans un climat de sérénité, où les uns et les autres ont dit, bon voilà, on va se mettre ensemble pour pouvoir améliorer ce qui ne marche pas dans le sens du développement de la contrée. Mais d'où viennent alors ceux qui extrapolent à travers ce rapport, qui commencent à saper toute une entreprise de violer les droits de l'homme? Je pense que cela vient du fait que il y a des intérêts ici et là. D'abord, vous savez que l'or, c'est une matière qui suscite de l'envie, de l'intérêt, mais aussi il peut se faire qu'il y ait des parties prenantes qui cherchent peut-être à régler des comptes à l'entreprise, ce qui n'est pas notre objectif à nous. Et vous aussi, vous confirmez la phrase, parce que à la une de certains titres, à la une de certains journaux, à l'Internet, grave violation des droits de l'homme dans la concession ou par l'entreprise Kibali, vous confirmez vous aussi? Quand vous regardez le titre en grand c'est géant minier. Et ôter les impuretés, c'est en petit. Ça veut dire quoi? Si vous tenez le pourcentage de ces 2 titres, vous trouverez que ôter les impuretés, c'est peu par rapport à géant minier. Mais ça n'apparaît plus dans les publications de certains internautes. Plutôt la violation des droits de l'homme. C'est eux qui lisent et qui interprètent de leur manière. Mais ce que nous avons fait, vous avez été présent le jour où nous avons rendu public le rapport à Kinshasa, vous avez suivi la réaction du directeur général de l'entreprise, vous avez suivi les réponses aux questions. Je pense que ça ne s'est pas terminé dans un sens où c'était vraiment une catastrophe. Donc, qu'est-ce que vous direz à ceux qui pensent que ces rapports a été justement un point de départ pour commencer à faire une mauvaise campagne contre l'entreprise Kibali? Non, plutôt, il faut lire toutes les recommandations.
Parce que dans les recommandations, il n'est pas question de fermer l'entreprise. Ça, on n'a pas dit ça. Parce qu'il y a des violations des droits humains. Et nous avons même dit, en ce qui concerne les violations des droits humains, des enquêtes doivent continuer pour établir les responsabilités. Oui, mais comment et vous donc, établissez déjà que c'est Kibali alors que les violations se passent en dehors? Nous n'avons pas établi, nous, que c'est Kibali. Seulement, le problème, c'est que lorsque ça se passe dans une concession, vous avez vu que la concession, elle est vaste. Et il y a une zone d'exclusion. C'est là qu'ils opèrent momentanément, pour le moment. Mais les activités s'étendent un peu plus loin, là où il faut faire l'exploration. Mais il faut savoir aussi que les personnes, par exemple, qui ont été délocalisées, et qui vivent, par exemple, dans la cité Kokiza, et qui auraient fait des manifestations, et qui auraient écrit à plusieurs personnalités, avec copie peut-être, je pense, au président de la République, au Premier ministre, ainsi de suite, c'est autour de cette concession. N'oubliez pas que c'est la grande entreprise qu'il y a dans le milieu. Et donc, quand il y a un arbre qui porte des fruits, il est bien indiqué. Justement, quand il y a un arbre qui porte le fruit, on peut bien secouer là pour avoir des fruits, mais quand on commence à scier l'arbre par ses racines principales, là, ça devient dangereux. Ce n'est pas nous qui avons scié. Parce que si c'était ainsi, l'entreprise nous aurait dit ça avant même la publication du rapport. Mais alors, c'est que le rapport a un peu déraillé, tant plus qu'il pousse les gens à ne pas avoir l'information qu'il fallait. Ce n'est pas le rapport qui a déraillé. Vous savez que quand les gens lisent mal interprété. Quand les gens lisent la Bible, il y a plusieurs interprétations. Il y a des interprétations qui sont constructives et d'autres qui ne le sont pas. Donc, je pense que dans ce cas ici, il y a des gens qui comprennent d'une certaine manière et d'autres qui estiment qu'ils profitent de l'occasion pour pouvoir s'attaquer à un géant. Voilà, nous allons juste vous proposer comment s'est passé la présentation de ce rapport. Nous sommes au centre interdiocésain et c'est dans une grande salle où il y avait un grand monde. C'est parti avec les images. Voilà, vous étiez modérateur ce jour et que vous avez eu à être au milieu entre les avis de l'entrepreneur et aussi les avis de ceux qui ont été sur le terrain à ce jour, en ce moment, ou même ceux qui ont publié sur Internet vous suivent. Est-ce que vous confirmez qu'il y a lieu de parler des violations, des graves violations des droits de l'homme par l'entreprise Kibali? J'ai dit que dans les recommandations, nous avons dit qu'il faut encore approfondir les enquêtes pour établir les responsabilités. Mais ils accusent déjà. S'ils accusent, ils n'ont pas encore fait cette recherche. Parce que, je vous donne quelques exemples. Les gens qui ont manifesté, les gens qui ont été délocalisés, et qu'il y a une personne dont la main a été amputée par la grenade lacrymogène. Ce n'est pas en fait l'entreprise qui a jeté. Ce sont les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui dépendent de l'État. Mais, comment est-ce que les gens disent que c'est l'entreprise? Parce que, en fait, c'est l'entreprise qui a délocalisé, c'est l'entreprise qui a mis les gens là-bas. Jusqu'à ce jour, tout le monde connaît que c'est la première fois en RDC que les gens qui vivaient dans des taudis, sous des pailles, ont été délocalisés pour habiter dans des maisons construites en matériaux durables et dans une cité moderne appelée Kokiza Joli. Et tout ça, ça n'apparaît pas. Il n'y a que je ne comprends pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que nous n'avons pas dit, c'est ce que les autres ont dit. Mais ce que nous avons dit est tout à fait clair. Donc vous maintenant, oui, en étant objectif, quels efforts, quelle stratégie pour aider ceux qui ont mal compris à corriger leur tir? Relis le rapport dans ses recommandations. Parce que dans les recommandations, où nous avons parlé de la communication ne divise pas les gens. Où nous avons parlé de la cohabitation ne divise pas les gens. Par exemple, ne fût-ce que les deux. Où nous avons parlé de la sécurité, et c'est à ce niveau-là qu'on a demandé que des enquêtes soient approfondies. Mais pour ce qui est de la cohabitation, en fait, vous trouverez là une recommandation sur l'élaboration d'un plan de développement. Et vous avez suivi le jour de la présentation qu'il y a des originaires du milieu qui ont dit Kibali c'est notre Jekamine. Même si au Katanga on a dit Jekamine Jobaba, Jekamine Jomama, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir et bien mesurer comment on peut profiter de la présence de Kibali pour pouvoir développer la province du Haut-Ouélé. Et je dois dire que, après la présentation du rapport, après toutes les interviews qu'il y a eu, nous avons passé un temps avec le directeur général de Kibali pour dire, après ce rapport, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer dans le sens du dialogue et dans le sens de l'amélioration de tout ce qu'il y a. Et comment dialogue multi-acteurs.
Comment vous avez trouvé sa réaction? La première chose, nous avons tous été d'accord sur le fait qu'il faut que nous puissions travailler ensemble sur le plan de développement. Parce qu'à ce moment-là, nous retrouvons et l'administration locale, et les communautés, et l'entreprise, et la société civile, avec peut-être l'assistance aussi du gouvernement central. Parce que la matière minière, c'est une matière qui relève du gouvernement central. Et donc à ce moment-là, nous avons une nouvelle province qui est démembrée, et qui cherche des moyens de pouvoir se développer. Et donc on ne peut pas commencer à se disperser, il faut se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir. Voilà. Et ce qu'il y a eu, s'il y a eu des dérapages, que ce soit du côté des forces de l'ordre, que ce soit du côté des communautés, parce qu'on ne peut pas dire que tout ce qui a été déclaré peut être vérifié. Du côté des communautés, ça peut être vérifié. Et aussi du côté de l'entreprise, si par exemple la communication n'a pas été bonne, ce que nous avons recommandé, qu'il puisse rectifier. Et dernièrement, j'ai suivi déjà qu'après notre passage à Dourba, il y a eu un certain nombre d'émissions qui ont commencé pour pouvoir clarifier les choses. Et les gens étaient contents. Je dois même dire qu'après la publication du rapport ici à Kinshasa, les réactions qu'on a reçues de Dourba ne sont pas ce qu'on voit à l'Internet. Voilà, c'est tout à fait différent. Il y a des gens qui sont très contents, mais il y a aussi la réaction de M. Cyril Mutombo qui, après avoir écouté, qui s'est défendu dans la salle, il a réagi, c'est juste après cette présentation au micro des différents journalistes qui étaient là. Cyril, s'il faut le résumer, il déclare que la plupart des faits s'est passé en dehors de Kibali et Kibali n'a pas le droit de contrôler l'armée congolaise. On peut le suivre. Vous avez suivi Cyril Mutombo, vous avez compris comment l'entreprise s'est mise toute innocente, loin de certains actes posés par l'armée ou les policiers de façon disparate. Est-ce que vous partagez aussi? Dans la réaction, la lecture contradictoire de Kibali, ils ont rectifié certains termes, par exemple. On avait dit, on disait quelque part la police Kibali. Non, la police. Attendez, la police des mines. Attendez. Laissez-moi vous dire ce qui a été dit. Ok. Et alors là, on a bien rectifié. Il s'agit de la police détachée à Kibali. Donc il y a une police qui a été détachée pour assurer la sécurité à Kibali. Ensuite, vous avez un camp, le camp 6 mètres, qui n'est pas loin. Parce que quand il y a eu, par exemple, la manifestation de janvier, les personnes qui ont arrêté ont été amenées là-bas. Et c'est pour cela que nous avons demandé à Kibali de ne pas se taire sur ces violations des droits humains. Parce que finalement, maintenant, ça retombe sur Kibali. Et ça entache son honneur alors que Kibali n'est pas directement impliqué. Kibali n'est pas directement impliqué. On n'a pas vu qu'un agent de Kibali a jeté une personne dans le feu. C'est plutôt les militaires. Mais quand on suit la trace, on trouve que la personne jetée au feu, elle a été amenée au camp 6 mètres et que jusqu'à l'hôpital, il y a eu des gens, des uns et des autres qui sont venus s'assurer qu'il était encore vivant. C'est à ce niveau-là qu'on se dit, qui profite de tout ça? Et en profitant de tout ça, cela ne veut pas dire qu'on a été l'auteur direct. Oui, mais il y a un problème. Est-ce que si vous pouvez imaginer quelle procédure une entreprise peut amorcer pour dénoncer des militaires qui sont dans leurs actions, dans leur mission, de maintenir la paix ou de gérer des troubles des populations? Est-ce qu'une entreprise peut avoir de l'entreprise? Voilà pourquoi la recommandation. Voilà pourquoi la recommandation qui demande que les enquêtes continuent pour pouvoir établir les responsabilités est adressée en même temps à Kibali et à l'État. Parce que si Kibali demande cette enquête, alors il se lave les mains. Et puisque les militaires ou les policiers sont à la charge de l'État. Et si même l'entreprise l'avait demandé, comment le saurons-nous? Comment on le saura? Les structures de l'État font le travail et nous pensons qu'elles font bien leur travail. Voilà. Il y a aussi un autre élément très important parce que dans ces rapports, vous avez parlé des conditions des gens qui ont été délocalisés, qui ont eu un peu à manifester. Mais quand on entre dans les détails, on dit, mais écoutez, le rapport n'a pas approfondi la question de la relocalisation. Est-ce qu'il n'y a pas de paramètres contradictoires là-dessus? Nous avons pris un fait. Et alors maintenant, il faut creuser pourquoi cela est arrivé. C'est pour cela que nous avons demandé que, déjà, dans la première recommandation, que l'État et Kibali puissent bien clarifier leurs responsabilités, c'est-à-dire qui fait quoi et jusqu'à quel niveau. Parce que quand on a délocalisé,
il y a eu consultation. J'ai bien dit qu'il y a ici une belle église qui a été construite. Une église catholique. Oui, une église catholique. Oui, justement, parce que déjà autour de cette église, il y avait des gens qui murmuraient pour dire qu'elle n'était pas bien construite. Et l'évêque a dit, c'est moi qui ai donné le plan, et donc l'église a été construite. Et là où ça sentait, ça a été corrigé. Donc je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut voir les choses. Et pas dire il y a une confrontation. C'est ça justement le problème. Il s'agit plutôt d'avoir un dialogue. Les gens profitent. Ceux qui en profitent ne comprennent pas ce que nous voulons, nous, et ne voient pas très bien l'intérêt du pays. Alors, nous rentrons juste dans une autre question, le paramètre qui concernait les exploitants artisanaux ou les orpailleurs, pour que les gens sachent que ceux qui exploitent le minerai de cuivre, du diamant, on les appelle les creuseurs, pour l'or on dit orpailleurs, mais tous sont des creuseurs. Alors, ces creuseurs artisanaux ont posé un problème, sollicitant une concession dans les périmètres attribués ou concédés à Kibali, et que votre rapport l'a soutenu. Et a même demandé à Kibali de chercher une concession pour ses orpailleurs. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment péché contre le code minier qui interdit à ce que les orpailleurs, les creuseurs, puissent chercher des minéraux dans des concessions déjà attribuées? Il y a la loi. Il y a la réalité. Entre les deux, il faut que ceux qui mettent en œuvre la loi et ceux qui l'appliquent puissent voir où est-ce qu'on peut aller dans le sens d'un intérêt de toutes les parties prenantes. Je vous donne un exemple. Vous allez au Nord Kivu, vous avez, maintenant je pense qu'ils ont changé de nom, MHI, qui travaille avec la coopérative Copérama. MHI a un titre. Copérama, c'est une coopérative. Copérama, avec ses creuseurs, ils exploitent le coltan, la cassitérite, et ils vendent à MHI. Et cela se passe dans une concession couverte d'un titre. Vous savez que Sokimo fait la même chose avec les exploitants artisanaux. Mais maintenant, il est bien clair qu'on ne peut pas superposer deux titres. Le titre d'exploitation industrielle et la zone d'exploitation artisanale. Mais l'État est devant un dilemme. Les artisanaux, là, ce sont les enfants de l'État, ce sont des citoyens congolais. Mais c'est l'État qui a octroyé la concession à Kibali, tout en sachant que ces artisanaux vivaient déjà là-bas. Pour le moment, je ne vois pas une alternative qui puisse tout d'un coup, d'un revers de main, dire « Allez, vous partez de là parce que vous n'êtes plus des citoyens congolais ». C'est pour cela qu'en s'inspirant des exemples comme celui que je viens de citer au Nord Kivu, on se dit « Est-ce qu'il n'est pas possible de réfléchir comme mesure conservatoire en attendant ?» Parce que vous avez aussi une recommandation qui encourage l'État à créer rapidement des zones d'exploitation artisanale. Oui, le ministre provincial, il a dit qu'ils ont déjà, mais est-ce que c'est déjà la effectif? Création est lancée. Est-ce que c'est déjà effectif? D'exploitation artisanale dans la province orientale. Est-ce que c'est déjà effectif? Oui, si on y va aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous montrer la délimitation de ces zones d'exploitation artisanale? J'ai vu le ministre Kaboulou dire au ministre provincial des mines qu'il ne peut pas quitter Kinshasa s'il n'a pas réglé cette question. C'est que la question n'est pas encore réglée, elle est en cours de règlement. Bon voilà, qu'à cela ne tienne. Mais est-ce que ça peut être une recommandation pour une entreprise qui connaît bien la loi, qu'elle cherche à trouver une concession d'exploitation artisanale pour les orpailleurs? C'est bien ça. J'ai dit qu'il y a plusieurs recommandations, et c'est cette recommandation qui a intéressé l'entreprise. Il y a plusieurs autres recommandations. J'aurais souhaité que l'entreprise réagisse sur la recommandation, directement comme on l'a fait devant les médias, sur la recommandation en ce qui concerne l'élaboration des plans de développement locaux. Parce que c'est là que tout le monde va réfléchir sur les besoins, les potentialités et les défis qu'il y a pour pouvoir cohabiter entre exploitation industrielle et artisanale. On va y arriver, mais déjà si nous remontons l'histoire, l'entreprise Sokimo, ou la société minière Okimo alors, avait tenté l'expérience de mettre les creuseurs dans sa concession pour que la Sokimo puisse acheter le minerai qui sont exploités par les creuseurs artisanaux. Mais l'expérience n'a pas marché, même si la Sokimo avait créé un comptoir à côté avec des Libanais, ça n'a pas marché parce que la plupart des exploitants artisanaux mettent leurs produits, ce qu'ils attrapent, dans leurs poches et préfèrent sortir par des voies illicites. Bon, c'est pour dire que, bon, écoute, demander à Kibali la même expérience, parce qu'il s'était même dit dans la salle que Kibali commence à acheter auprès des creuseurs. C'est autant de paramètres. Mais il y a aussi un problème très important, c'est que dans le nombre des orpailleurs qui étaient en chômage
Kibali a eu à récupérer un grand nombre. Ils ont parlé de 4 000, voire même 8 000 emplois créés. Vous savez que quand Kibali a eu des emplois, c'est même dit dans le rapport, à la phase de construction, il n'y avait plus d'emplois. Et quand la construction s'est terminée, le nombre d'emplois a diminué. Et Kibali est conscient de ça. Et ce n'est pas seulement pour Kibali. Oui, mais il y a des sous-traitants qui Non, c'est pour toutes les entreprises minières. Vous ne comptez pas 10 000 emplois face à plus de 20 000 exploitants artisanaux. Mais maintenant, je pense qu'il faut que vous me suiviez bien. La loi existe. Mais il y a la réalité. Quand on a travaillé sur la révision du code minier, quand on a travaillé... Mais maintenant, là, est-ce que la loi n'est pas violée? Comment elle est violée? C'est ça, le dilemme dans lequel l'État se trouve. Parce que c'est l'État qui a octroyé la concession industrielle. C'est l'État qui n'a pas, au même instant, créé des zones d'exploitation artisanale. C'est la responsabilité de l'État. Que vient faire un privé qui n'est que dans son programme commercial. Que vient faire un privé? Le privé a tout intérêt à vivre dans la paix. C'est pour cela qu'on ne jette pas la balle sur lui seul. C'est pour cela que quand on a présenté le rapport, vous avez vu toutes les différentes parties prenantes. Vous avez vu des représentants de l'État. Vous avez vu les représentants de l'entreprise et vous avez même vu des représentants des communautés ici. Ça veut dire que ce n'est pas une question à traiter comme ça superficiellement. Il faut qu'on réfléchisse en profondeur pour trouver la solution. Cette question de cohabitation ne se pose pas seulement avec Kibali. On la trouve aussi ailleurs. Donc c'est un problème aussi profond que l'on doit se pencher pour réfléchir sur les alternatives qui soient favorables au développement de notre pays. Oui. Et puis vous avez aussi parlé d'un problème concernant le déficit communicationnel. Je suis de ceux qui pensent que Kibali, c'est l'entreprise qui communique le plus, parce que chaque trimestre, Kibali organise un point de presse, visiblement devant les honorables députés, les sénateurs, et on appelle la presse et toute personne concernée pour poser librement des questions, et chaque trimestre, sur des grandes questions de l'évolution de ces activités sur le terrain. Je pense que vous avez déjà été, vous avez visité Ouacha, vous avez visité Durba, vous avez visité Isiro, vous avez visité les différents coins. Oui. À mon avis, une communication qui se fait à travers les médias, comme on le fait maintenant, elle a la possibilité d'aller sur le plan international, ainsi de suite. Mais le creuseur qui est dans le trou, pour le moment, je pense qu'il ne va pas entendre. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsqu'on a présenté le rapport à Durba, nous attendions 130 personnes, mais nous en avons eu 268. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens ont besoin de pouvoir entendre et de pouvoir s'exprimer. Et ça s'est bien passé ce jour-là. Il y avait des craintes du côté de l'entreprise, mais à la fin, on a posé la question aux représentants de l'entreprise et même à l'administrateur de territoire, est-ce que c'était brûlant? Oui, mais c'est la même chose. Il y a un mois, les responsables de l'entreprise de Kibali ont tenu un point de presse, une communication avec la population. Il y avait plus de 200, 300 personnes aussi. C'est-à-dire, est-ce que les gens peuvent être aujourd'hui loin de ne pas approcher celui qui leur apporte l'information? Ils sont intéressés, mais c'est de voir comment maintenant réaliser tous les besoins de la population. Parce qu'il y a des réalités que l'État lui-même peut avoir la responsabilité de faire, parce que l'entreprise paye tout simplement des taxes. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse travailler sur le plan de développement. Parce qu'à ce moment-là, on peut bien dégager les responsabilités des uns et des autres. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Qu'est-ce que la communauté peut faire? Et qu'est-ce que l'État peut faire? Parce que maintenant, on est presque dans le flou. Les gens vont toujours attendre le Kibali. Je vous ai dit ici que c'est un responsable. Je vous ai dit que c'est un responsable qui a dit Kibali, c'est notre Gécamine. Un responsable. Je pense que vous avez entendu aussi. Bon, voilà. En disant cela, ça veut dire quoi? Il faut dire un ministre. Voilà. Je dis un responsable, donc il peut être ministre ou député ou quelqu'un d'autre, parce que j'ai déjà entendu un député aussi. Et donc, quand un responsable dit ça, dans le contexte de démembrement des provinces, et donc, la nouvelle province attend que Kibali soit la Gécamine de cette province. Mais, il faut savoir que Kibali est une entreprise privée et la Gécamine est une entreprise de l'État qui aujourd'hui est dans les difficultés que vous connaissez. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse réfléchir d'une manière, en fait, sans passion sur ces questions. Nous avons voulu mettre la matière sur la table pour qu'on ouvre le dialogue et qu'on réfléchisse sur des solutions qui soient durables. Voilà. Ok, on doit aussi savoir que l'entreprise qui paye les taxes, et si les gouvernements congolais ou l'État pouvaient bien
agir dans le respect de dans la rétrocession, il n'y aurait pas eu beaucoup de problèmes parce que les taxes payées par l'entreprise pouvaient permettre aussi le développement de entités locales. Ça fait partie des recommandations aussi. Voilà. Et nous allons juste arriver à l'étape où il faudrait, en ce moment, M. Henri Mouya, vous avez ce rapport qui est très intéressant, qui a permis un échange aussi très fructueux. Est-ce que vous pouvez en ce moment faire des conseils à ceux qui, au lieu d'approfondir le rapport, de voir quels sont les côtés positifs, tels qu'on a dit, un coin du pays qui était enclavé, qui était considéré comme une jungle, qui est devenu aujourd'hui une grande cité, où on compte plus de 5, 6 chaînes de télévision, des radios, on compte autant des banques, on voit des gens commencent à prendre des taxis alors qu'ils n'avaient même pas la possibilité de rouler à moto. Et tous ces élans positifs de développement, on a vu les produits commerciaux baisser des prix parce que ça pouvait venir de part et d'autre, les désenclavements du coin, des cités modernes construites, des maisons qui s'élèvent. Pourquoi on ne peut pas aussi voir les aspects positifs, mais on est resté seulement sur les grands titres, grave violation des droits de l'homme par l'entreprise Kibali? Ce n'est pas ce que la CERN a écrit et PAX ont écrit. Mais je dois dire, en nuançant ce qui doit être nuancé. Rappelez-vous que la société civile de ICIRO a organisé l'incivisme fiscal. Et la raison principale avancée, c'est que nous ne sommes pas désenclavés. Nous sommes enclavés. Et ICIRO, c'est le chef-lieu de la nouvelle province. Donc, si il y a eu des routes qui ont été construites en terre, bien sûr, mais qui permettent d'évacuer ou de faire entrer des équipements à partir de l'Ouganda et de favoriser certains contacts, ça veut dire qu'il faut réfléchir plus loin. Je ne voudrais pas que vous disiez que c'était une jungle, parce que dans la jungle, les plus forts mangent les plus faibles. Donc, je pense qu'il faut nuancer à ce niveau-là. On a trouvé la population dans l'état où ils étaient. On a fait ce qui a été fait, qui n'est pas parfait non plus. Il faut savoir ça. Nul n'est parfait au moins. Voilà, c'est pour cela que je dis que de dire que une famille se plaint parce que on lui a donné une maison en matériaux durables, on lui a donné de l'électricité, mais on lui a privé là où il peut aller faire le champ. Comment quelqu'un peut regretter son élan vers son propre développement? C'est pas normal. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir une maison, il faut avoir un travail. Parce que là où les gens vivaient, ils savaient économiquement se valoriser. Il faut un temps d'adaptation entre l'ancienne, que vous appelez jungle, où les gens avaient des cabanes, ou c'est pas des taudis que vous appelez comme ça. Moi, je suis né au village, je sais ce que ça représente, mais on a vécu au village, et je parle avec vous ici, à la RTNC, donc je suis capable de vivre au village et en ville. Il faut considérer ces gens-là qui vivent au village, mais il faut savoir ceci. Comment réfléchir sur la valorisation économique des personnes qui sont encore dans les villages où on n'a pas délocalisé et des personnes qui sont dans la cité où on a délocalisé les gens. Je reviens sur la question du plan de développement. Il faut qu'on réfléchisse sur ça, parce que il ne suffit pas d'être dans une belle maison où il y a de l'électricité. Encore que une des plaintes de ces personnes délocalisées, c'était que les maisons ont été emportées par le vent. Et Kibali le sait, il a arrangé un certain nombre de maisons. Donc ça veut dire, c'est toutes ces questions-là qu'il ne faut pas prendre avec passion. Il faut être dépassionné et réfléchir sur les responsabilités de chaque partie prenante et avoir un regard tourné vers l'avenir pour que chacun puisse contribuer selon ce qu'il doit faire. Chaque entreprise minière qui commence ses activités a toujours présenté son plan de développement. Et que même est-ce que la communauté connaît le contenu de ce plan de développement? C'est pour cela qu'on a insisté sur la communication. Il est important que les gens sachent qu'est-ce qui va se faire. Comme ça, quand il y a le plan de développement de l'entreprise, on sait quel est le plan de développement de l'État. Parce qu'en fait, si l'entreprise doit faire son plan de développement, c'est sur sa concession. D'accord. Ce n'est pas sur toute peut-être Monsieur Henri Mouya, vous êtes cité province. Comme étant la personne qui a donné autant de titres à tous ceux qui sont en train de publier dans les sites internet, comme quoi une entreprise est en train de violer les droits de l'homme, une entreprise est en train de tuer, une entreprise est en train d'amputer les mains aux gens. C'est Monsieur Henri Mouya. Je reviens sur ce que j'ai dit. Quand quelqu'un lit la Bible, il l'interprète à sa manière. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Et sur ce qui doit être vérifié, il faut des enquêtes pour établir les responsabilités. Quant à nous, nous avons publié ce rapport pour que
on suscite le dialogue en vue de construire la province et le Congo. Je pense que c'est votre dernier message. Ça peut être celui-là, et je demande par exemple, pour le moment, à l'entreprise Kibali, que nous sommes toujours ouverts au dialogue. Et tous ceux qui veulent s'en prendre à l'entreprise, parce que je sais qu'il y a des gens qui maintenant trouvent que leurs postes sont déjà en jeu. Donc en fait, ça ne devrait pas être cela. Je demande d'ailleurs aux responsables de l'entreprise ou les actionnaires de ne pas commencer d'abord déjà à balayer des gens, parce que ce que vous pourriez balayer sont ceux avec qui nous avons dialogué, donc qui sont déjà ouverts. Peut-être que dans la communication, il y a certaines choses qu'il faut modifier. De l'autre côté, pour ceux qui en profitent, je leur demande de bien mesurer la chose et de savoir quel est l'intérêt du pays dans tout ce qu'ils font. Merci beaucoup. Henri Mouilla, je le dis, il est secrétaire exécutif à la commission épiscopale pour les ressources naturelles qui travaille avec donc CERN. Hein? CERN. Voilà. Et aussi, il a été le modérateur le jour de la présentation de ces rapports géants miniers Kibali, ôter les impuretés pour que l'or soit pur. C'était au centre interdiocésain. Et nous vous remercions, mesdames, messieurs. Nous disons que ceux qui veulent bien avoir des précisions peuvent contacter M. Henri Mouilla, tout comme ils peuvent contacter le responsable de Kibali ou de lire profondément ces rapports, parce que selon la vision de ces rapports, c'est toujours créer un dialogue pour l'intérêt de la population. C'est pas pour saper ou commencer à critiquer inutilement une entreprise minière qui est engagée à développer le pays. Nous vous remercions et fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles le dimanche prochain. Bonsoir.